Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 52 minutes avec. Quand on est racié et qu'on en est conscient, on est obligé d'être militant. Notre vie est résistance. Les propos sont ceux de notre invité de ce soir, considérée comme l'une des grandes figures du mouvement afroféministe en France et ailleurs. Une femme engagée qui lutte et milite sur plusieurs fronts. Une femme libre et fière qui s'élève contre les discours misogynes, négrophobes, néocolonialistes et islamophobes. Décrite parfois comme une rebelle, ce qu'elle est et ce qu'elle revendique, elle est surtout une femme qui n'hésite pas à poser les questions qui dérangent dans des sociétés patriarcales et discriminantes qui nous poussent parfois à nous oublier nous-mêmes, comme elle le dit si bien, et à ignorer nos propres choix et désirs. Une théologienne qui refuse que la religion, l'islam en l'occurrence, et même les autres, soient instrumentalisées pour justifier des injustices, des inégalités et des discriminations. Son franc-parler, ses prises de position passionnées et audacieuses, son féminisme radical et intersectionnel en dérogent plus d'un. Mais elle a toujours mis un point d'honneur à ne jamais faire de concessions quand il s'agit de sa liberté de penser et son indépendance dans des sociétés faites d'injonctions et où la xénophobie et les extrémismes de toutes sortes sont en fulgurante ascension. Notre invitée de ce soir est la théologienne et islamologue française d'origine sénégalaise, Ndella Paye Diouf. Elle est aussi chroniqueuse et conférencière et publie régulièrement des textes engagés sur son blog du club Mediapart. Après avoir milité au sein de plusieurs associations féministes et de droits de l'homme en France, Ndella Paye poursuit aujourd'hui son combat à Londres, où il vit actuellement, entre autres au sein de beaucoup d'ONG, dont l'ONG britannique Stand Up to Racism, mais ce n'est pas la seule. Ndella Paye, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée et je suis très honorée. Merci beaucoup. Tout l'honneur est pour nous, pour moi. Alors, on va commencer, Ndella Paye, parce que vous avez une vie très, très, très riche, un parcours dense. Vous êtes d'origine sénégalaise. Vous êtes né au Sénégal, à Fatick. C'est à la frontière de la Gambie, c'est ça? C'est ça. Oui. On va voir des photos de Fatick. Waouh. Fatick, c'est très joli, parce que j'ai vu les photos, les images. Là, parce qu'il y a le fleuve, je crois. La mer. La mer. Ouais. La mer. Et vous êtes d'une ethnie, pas n'importe quelle ethnie. Vous êtes de l'ethnie sérère. Ça. C'est pas n'importe quelle ethnie, l'ethnie sérère. Non. C'est une grande civilisation. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ethnie sérère, dont font partie de grands noms comme Senghor, Abdou Diouf, Youssou N'Dour. Wow. Cette ethnie, elle est particulière. C'est l'une des plus anciennes populations du Sénégal, c'est ça? De la Sénégambie, en fait. Ouais. En fait, le sérère dont je suis issue est différent du sérère de Senghor. Senghor est de Joal Fadiout. Moi, je suis de Fatick. Donc, c'est la région du Sine Saloum. C'était une grande région, divisée en deux maintenant, Fatick et Kaolack. Et donc, je suis issue de... Donc, avant la colonisation, on avait des royaumes. Et mon arrière-grand-père, le Boursine Coumba Ndoffène, dirigeait justement cette partie du Sénégal qui est le Sine Saloum. C'était un roi. Voilà, du côté de mon père. Du côté de votre père. Et du côté de ma mère aussi, parce que sa mère s'appelait Faye. Il y avait aussi un roi qui s'appelait Salmon Faye, qui était connu pour être un roi très dur, mais voilà, je pense que j'ai pris un peu de caractère de tout ça. C'est sûr, parce que la génétique, ça saute des générations, mais il en reste toujours quelque chose. Exactement. Alors, Ndella Paye Diouf, parlez-nous de votre enfance et jeunesse, parce que vous êtes restée jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est ça, au Sénégal. Au Sénégal, et parce que vous avez reçu une éducation assez particulière, parce que c'était un mixte de traditions et d'autres choses. J'ai l'impression que mon parcours est vraiment hybride. Et oui. Ça sort des normes. Ouais. Moi, je suis issue de parents divorcés. Donc, quand j'avais 5 ans, mes 2 parents ont divorcé. Mon père était gendarme, ma mère infirmière par la suite. Par la suite, on verra. Voilà, elle a arrêté ses études pour épouser mon père. Et puis, quand ils ont divorcé,
Nous, on était éparpillés un peu partout. Elle a lutté, elle est partie au tribunal. À l'époque, ce n'était pas évident pour récupérer ses enfants. Parce qu'à 6 ans, elle s'est rendue compte qu'on ne m'avait toujours pas inscrite à l'école. Donc, elle m'a récupérée. Et puis, financièrement, elle ne s'en sortait pas parce que la pension alimentaire faisait défaut, des fois. Le choix est arrivé de soit nous amener au village parce qu'elle voulait reprendre ses études et travailler et gagner sa vie, soit c'était de nous amener au village, chez ma grand-mère maternelle, ou alors chez sa sœur dans une autre grande ville religieuse, Tivaouane. Elle a choisi Tivaouane parce qu'au village, elle disait « mes filles n'auraient pas l'occasion d'aller à l'école ». Donc sa sœur a accepté de nous accueillir là-bas. Votre mère est aussi votre modèle, votre héroïne, c'est une battante. Parce qu'elle aussi, elle a bataillé pour reprendre ses études. Elle a mené d'autres batailles très importantes. De décider de sa vie, de son corps. Un acte qui peut paraître banal, mais qui est important, décider de prendre la pilule, par exemple, l'accord de son mari. Donc il y avait déjà du militantisme. Vous avez aussi hérité de votre maman. Hein. J'ai beaucoup hérité de ma mère, et pas que physiquement, parce que physiquement aussi, je lui ressemble énormément. Mais je ne suis même pas sûre qu'elle se rappelle que ces choses-là, j'en suis au courant. En fait, j'ai une relation très particulière à ma mère. On est très proches, et de la même relation que j'ai avec mes filles, c'est-à-dire que ma mère se sent très à l'aise de discuter avec moi de sa sexualité. Oui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y a un moment, j'étais plus jeune. Je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui, si on lui en parle, elle se souviendra que moi, je suis au courant. Mais oui, il y avait cette histoire de pilule où j'ai vu que son mari, à l'époque, cachait sa pilule, mais elle est infirmière, donc elle pouvait se permettre de... Oui. Elle pouvait toujours en avoir quand elle voulait. Okay. Il y avait une éducation, moi, d'après ce que j'ai lu sur votre vie et ce que vous en avez raconté, traditionnelle, mais avec la tolérance, avec l'ouverture. Il y avait une partie stricte et une partie d'amour. Moi, je n'ai pas eu un père biologique présent, parce que après le divorce, mon père, voilà. Par contre, Dieu me l'a remplacé par un père que j'appelle adoptif, qui était le mari de ma tante, donc la grande sœur, là où j'ai grandi, la grande sœur à ma mère. Et du coup, c'est ce père-là que j'ai eu comme figure paternelle, mais qui m'aimait. Est-ce que j'oserais dire ça? J'ai l'impression des fois, plus que ses propres enfants. Mais quand je dis plus, c'est qu'il était conscient que je n'avais pas la présence de mon père biologique. Oui. Je pense qu'il a essayé d'en faire plus pour que je ne sente pas le manque. Oui. Et en effet, je ne l'ai pas senti. Je me suis sentie aimée par ce papa qui nous a quittés aujourd'hui, Baye Diouf. Et vraiment, je lui en serai reconnaissant jusqu'à mon dernier souffle. Et je prie constamment pour lui. Parce qu'il m'a donné de l'amour. Il m'a montré à quel point un père pouvait aimer sa fille. Il considérait que j'étais la plus intelligente de la terre. Oui, c'est très important. Ça, quand je marchais, à l'époque, j'étais jeune, j'étais comme ça, courbée, il me dit « Redresse-toi, il faut que tu sois fière, ta tête en haut. » Donc, j'ai la personnalité. J'ai que des souvenirs comme ça où il m'armait. Et l'échec scolaire, ce n'était pas possible. Quand j'ai raté mon entrée en 6e, parce que j'étais parmi les premières à chaque fois, il m'a dit « On a vendu ta place. » Moi, je sais que tu l'as eu. C'était, je ne sais pas, c'était toujours un regard tellement positif que même après mon mariage, quand j'avais des problèmes, je prenais mon téléphone, je l'appelais, je dis, il est en train de m'embêter, il dit, passe-moi le téléphone. Et il le redressait en disant, écoute, si tu as des choses à reprocher à ma fille, tu m'appelles. Tu me les reproches, ses défauts, c'est moi. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Alors, votre bac, vous n'allez pas le passer au Sénégal? Non, même si j'ai quitté à 19 ans. Vous avez quitté à 19 ans. Mais vous avez quitté à 19 ans, c'est pour rejoindre votre père biologique à Paris. Pourquoi vous avez pris cette décision? Est-ce que vous aviez le choix? J'ai eu le choix. Quand mon père, en fait, donc il était gendarme, détaché comme diplomate à Paris. Et quand il arrive, je pense qu'il a ce truc-là, parce que même avant de partir, il y avait encore ma grand-mère paternelle était vivante. Il nous a convoqués, tous ses enfants, parce qu'on est plusieurs. Et pour faire les adieux, au revoir, il partait en France. Et quand il est arrivé en France, il nous a fait faire des passeports diplomatiques. Et ensuite, sa femme de l'époque est venue et lui a remis les passeports et qu'il les a perdus, en tout cas, qu'elle a dit qu'il les avait perdus. Et puis, mon père disait, oui, je voudrais que vous veniez et tout ça, mais bon, sans plus. Et quand j'ai eu mon brevet, je lui ai dit, moi, je veux venir te rejoindre en France. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Vous êtes parti en France. Comment étaient les premières années? Parce que c'est un autre monde. Est-ce que c'était un choc?
L'enfer. C'était dur? La France a été l'enfer les premières années. Parce qu'après quelques mois, mon père a quitté et même avant ça, c'était vraiment difficile. J'avais une belle-mère là-bas qui, dès le départ, c'était conflictuel. J'ai dû quitter cette maison, tourner un petit peu en rond. Oui. Comme j'étais enfant de diplomate, même si j'avais 19 ans, la majorité au Sénégal, c'était 21 ans. Donc, on était régi par ces règles-là. J'étais sortie de l'école à l'époque. Déjà, mon parcours scolaire, c'était que j'arrive à 19 ans, j'avais fini ma seconde. Au lieu d'aller en première, on m'a inscrite en BEP. Ouais. Et moi, dans ma tête, le BEP, c'est comme au Sénégal, tu peux passer le bac en même temps. Donc, à la deuxième année, le proviseur me dit, donc je lui dis, alors, est-ce qu'on va m'inscrire pour le bac? Il me dit, non. Par contre, tu es une excellente élève, tu vas aller en première d'adaptation. Le bac pro, c'est pas pour toi. Donc, du coup, ouais, après une seconde au Sénégal, je fais 2 ans de BEP pour après aller en première et puis terminale. Oui, vous avez refait. Alors, avant de passer à quelque chose de très important pour savoir quel a été le déclic pour votre prise de conscience politique et comment vous avez intégré ce monde du militantisme et puis les questions que vous vous posiez sur la religion, la foi, qui vous ont poussé à prendre un autre chemin, on va marquer une petite pause pour découvrir l'objet, comme c'est la tradition dans cette émission que vous avez ramené avec vous. L'objet. Ndella Paye Diouf, quel est l'objet que vous avez décidé de ramener, de nous faire découvrir et de partager avec nous? C'est du beurre de karité. Mais, ah oui, le fameux beurre de karité. Mais celui-là, c'est la chantilly de karité, parce que je l'ai fabriqué. Vous fabriquez vous-même votre chantilly de karité. Ma chantilly de karité. Mais pourquoi vous auriez pu choisir un autre objet beaucoup plus symbolique? Pourquoi celui-là qui peut paraître banal, un produit cosmétique ou pourquoi le beurre de karité? C'est ma vie. C'est les racines. En fait, j'ai accouché de 3 filles. Chacune des filles a fait plus de 3,50 kg. Et quand vous regardez mon ventre, parce que je suis très fière de mon corps, j'adore mon corps, je n'ai pas de vergeture. Et à chaque fois, les gens me demandent, même ma gynéco, je pense, était surprise à l'époque. Pourquoi vous n'avez pas de vergeture? Le secret? En fait, depuis que je suis enfant, c'est le beurre de karité. Je me badigeonne de beurre de karité. Et je pense que ça a dû créer une élasticité au niveau de ma peau. Oui, ça c'est un très bon conseil esthétique pour ceux qui gaspillent leur argent dans les interventions chirurgicales et esthétiques. C'est le Sénégal, quoi. C'est l'Afrique, le beurre de karité. C'est ça. Et du coup, évidemment que j'ai acheté aussi des crèmes que je mettais. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que je faisais énormément d'allergies. Les pâtes dentifrice, beaucoup de choses. Donc vous ne supportiez pas. Il faut absolument que je fasse très attention à tout ce que je consomme. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas aller vers quelque chose de naturel? J'avais aussi une peau acnéique. Tous les 10 ans, ça a commencé à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans, j'ai eu une poussée d'acné. Et on doit me prescrire du Roaccutane pour que ça puisse partir. Donc, j'ai une peau à tendance acnéique et donc, il faut que j'utilise des produits non comédogènes pour pouvoir aider mon... Et le beurre de karité était la solution? C'est non comédogène. Je rajoute d'autres huiles non comédogènes, de gel d'aloe vera, je mixe tout ça et ça vous donne ça. La texture est juste magnifique. Oui, c'est génial. J'ai jamais eu une émission où à 52 minutes avec on parle de beurre de karité et de rituels. Et je l'utilise pour les cheveux, donc du cheveu aux pieds. Je masse mes pieds avec l'hiver. Vous avez eu beaucoup de looks. Vous avez eu l'afro. Vous avez dit quelque chose de très important parce que vous avez dit, on va y venir, parce que j'adore mon corps. J'imagine que le fait de c'est notre problème à toutes les femmes, c'est très important. Il faut un cheminement pour s'accepter et pour se trouver belle. Et surtout dans un monde, dans une société où il y a des dictats, où la beauté, c'est être blanche, avoir les cheveux lisses. Même nous, maghrébines, tout le monde se lisse les cheveux à la kératine et tout ça, parce qu'on a les cheveux crépus. Pour la plupart, il y en a qui ont les cheveux lisses. Mais ça, c'est important, parce que ça fait partie du combat, de s'aimer comme on est. Combat féministe, mais le combat aussi contre la discrimination, contre le regard, contre ces dictats de l'Occident, puis même que les Africains, nous, malheureusement, parce que je vois que de plus en plus maintenant de femmes africaines essayent par tous les moyens de se blanchir la peau. Et ça, c'est ne pas s'aimer.
C'est complexe, le blanchiment de la peau. Quand on a vécu des siècles d'esclavage, de colonisation, où la couleur de peau, notre couleur de peau foncée, est décrite comme une couleur animale, comme une couleur pas désirable, pas bien du tout. Je veux dire, s'éclaircir la peau, je ne peux pas en fait blâmer les personnes qui s'éclaircissent la peau. Je regarde le système plus profond. Vous les comprenez? Je comprends l'aliénation. C'est une aliénation. Et ils sont pas responsables, ils sont victimes. C'est pas qu'ils sont pas responsables. On a toujours une part de responsabilité. Parce que tout le monde ne choisit pas non plus de blanchir sa peau. Oui. Donc il y a une part de responsabilité, mais il faut aller beaucoup plus loin, dans la racine beaucoup plus profonde pour pouvoir... parce qu'il y en a qui se blanchissent la peau, qui finissent par arrêter aussi. Oui. Donc il faut voir le système que c'est de colorisme qui fait que plus on est clair, plus on se rapproche de la beauté occidentale et plus on est considéré. Oui. Donc, plus on est foncé, plus on nous éloigne de l'humanité et on nous ramène vers l'animalité. Absolument. Et ça, c'était le combat de votre vie et ça l'est toujours. Mais à quel moment il y a eu ce déclic? Est-ce que vous avez commencé, tout d'abord, parce qu'à la base, vous avez fait des études de comptabilité, vous êtes comptable. Je suis comptable de formation, c'est vrai. Ça paraît bizarre, mais vous êtes comptable. Tout à fait. Alors, à quel moment est-ce que c'est en France que vous avez commencé à vous poser ces questions sur la foi musulmane, sur le lien avec votre identité féminine, ou c'est des questions que vous posez déjà au Sénégal? Je pense que très jeune, on grandit avec... Oui, au Sénégal, jeune, comme toutes les femmes, je pense que j'ai été élue. En fait, voilà, j'ai été élevée aussi par une mère qui nous a toujours dit, ces filles, il faut absolument que vous soyez indépendantes et financièrement pas dépendre d'un homme. Et d'un autre côté, ouais, mais il faut avoir un mari capable de vous prendre en charge aussi, mais le jour où c'est pas possible, d'être capable de... Parce que c'est ce qui lui est arrivé. Oui. Elle a arrêté ses études pour se marier. Quand elle a divorcé, il a fallu reprendre les études. Et c'est beaucoup plus difficile quand tu as des enfants de bas âge et tout ça. Et après d'avoir son autonomie, et à partir de ce moment-là, c'est elle-même qui prenait en charge le second mari. Donc cette indépendance-là, c'est, oui, j'ai le mari qui peut aider, mais le jour où il me laisse tomber, bah, je suis là, je dépends de moi. Enfin, j'attends pas une dépendance. Donc je pense que, qu'on nous le dise ou pas, quand on voit sa mère aller vers là, la société sénégalaise, les tantes, tout ça, tout ce qu'elles vivent comme femmes, je pense que ça crée une espèce de conscience aussi. C'est une conscience, mais c'était le début, les balbutiements, mais c'est en France que ça va vraiment exploser. Se concrétiser. C'est concrétisé, mais déjà vous aviez des idoles. Sankara, le père de la révolution burkinabé, Angela Davis, la fameuse féministe intersectionnelle, a expliqué ce que c'est parce que le féminisme intersectionnel, beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que ce féminisme intersectionnel. C'est elle, il y a une autre très belle photo. Mais est-ce que vous avez commencé, est-ce que d'abord c'était le militantisme, le féminisme et les droits de l'homme et tout ça, ou bien c'était la théologie et cette envie de comprendre. Qu'est-ce qui a commencé avant? Vous avez commencé par quoi avant? Les choses se sont embriquées. Il faut dire que, voilà, Sénégal, en tant que lycéenne, j'étais engagée dans les mouvements des lycéens aussi, avec des grèves et tout ça, voilà. J'arrive en France, à la fac aussi, j'étais engagée au niveau de la fac, des activités étudiantes. Mais ce qui a vraiment déclenché mon militantisme de terrain, vraiment une lutte qui me prenait dans les tripes, c'était la loi de 2004, donc fin 2003. La loi 2004, la loi sur le foulard. On met la photo de Sankara, parce que c'est un grand homme africain, un grand leader. Tout à fait. Père de la révolution burkinabé. Burkinabé, oui. Et donc, la loi de 2004 sur le port du foulard, vous êtes passé par tout le temps des remises en question. Tout à fait. C'est ça qui est très, très, très intéressant dans votre parcours. À l'époque, vous portiez le voile, mais ce n'était pas parce que vous portiez le voile. Non. Donc, c'était une autre démarche. Vous nous expliquez la démarche. L'injustice. Moi, c'est la lutte contre l'injustice qui a toujours motivé mes engagements. Je vois des jeunes filles, déjà quand on est une femme et qu'on est diplômée, on n'a pas les mêmes chances qu'un homme. Mais alors, quand on part d'un handicap de ne pas être diplômé, ça va être difficile. Oui. Et que je me dis,
à l'époque, on nous disait oui, mais il y a des jeunes filles forcées par leur père à porter le foulard, donc on va l'interdire à l'école. J'ai regardé, je me suis dit, ok, on leur interdit et on les renvoie en dehors de l'école. Bah oui, il y a des photos des manifs contre le foulard, si on peut les... Pas celle-là, oui. Parce qu'effectivement, parce qu'elles étaient... L'école, mon droit, le foulard, mon choix. Parce qu'on les sanctionnait, en fait, même si on considère que c'est leurs parents qui les obligent, mais la solution n'est pas de les exclure de l'école. Mais de toute façon, vous êtes pour le port du foulard, vous êtes pour ceux qui veulent disposer de leur corps, vous défendez toutes les libertés. Je ne suis pas pour le port du foulard, je suis pour la liberté de choix. La liberté du choix. Tout à fait. Oui, grande différence. De le mettre ou de ne pas le mettre. Et si on est forcé à le mettre, eh ben, je serai du côté des victimes, pas des bourreaux. C'est ça. Ça, c'était à l'époque, justement, du débat autour du port. Et même le choix de la façon dont je mets le foulard, c'est pareil, hein, c'est africain, c'est pas arabe. C'est africain, non, voilà. Évidemment qu'il y a eu des moments où je l'ai mis à l'arabe, mais la plupart du temps, j'ai essayé de le mettre à l'africaine. Oui, alors, vous mâchez pas vos mots et vous n'hésitez pas à répondre quand on vous attaque ou qu'on attaque, je ne vais pas dire la communauté, quand il y a des injustices. Parce qu'il y a eu une fameuse émission en 2016, où il y avait Laurence Rossignol avec Didier Bourdin. Oui. Et qui avait comparé les femmes qui portent le voile aux nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Tout à fait. Vous lui avez répondu, les nègres de maison, oui. Les nègres de maison. Et vous lui avez répondu dans une lettre ouverte, avec des mots, bon, la négresse musulmane voilée que je suis, vous, bip. Oui. oui. Vous vous êtes senti attaqué? Oui. Vous-même? Moi et mes semblables. Par une blanche, et ça, c'est juste inadmissible. Elle appartient à un groupe de majorité qui attaque une minorité. Et parce que je ne lui donnais pas le droit, en fait, d'utiliser le terme de nègre de maison. Pas par une personne qui appartient à un groupe esclavagiste. On ne peut pas dire ça. Et donc, cette expression de la négresse musulmane voilée que je suis vous emmerde, ça vient de Senghor aussi. Donc c'était un clin d'œil, en fait. C'était pas insulter pour insulter, c'était un clin d'œil. Vous avez paraphrasé. Exactement. Oui. Alors, vous avez milité à un certain moment, vous avez lancé votre propre collectif. C'était on va le voir, c'était le collectif des féministes pour l'égalité. Oui, que vous avez quitté pour des divergences de position. Et surtout des violences aussi. Et des violences, il y avait beaucoup de violences. Des violences. J'y ai pour suivi vos personnellement. Idées. Pour vos idées, bien sûr. Je ne sais pas si c'était les idées, mais c'est vrai que j'avais un positionnement qui commençait à les déranger. Commençait à déranger parce que je trouvais que ça commençait à manquer de transparence et que peut-être que les blanches là-dedans commençaient à prendre trop de position. Et que ça commençait à ressembler un peu plus à une mafia. Oui. Quand j'ai commencé à le dénoncer, j'ai commencé à déranger. Et que la personne que j'ai dénoncée le plus était blanche et nous permettait d'avoir nos locaux pour les réunions et tout ça. Oui. Et donc, les choses... tout le monde s'est positionné, en fait, contre moi. Mais son compagnon de l'époque m'a violenté ici même, en Tunisie. Au Forum social européen, en fait, au préparatif du Forum social mondial, et qu'on l'a dénoncé. J'ai été soutenue par Mireille Fanon et le comité Afrique. Le monsieur a été interdit de participer aux forums sociaux. Il est quand même revenu avec le collectif des féministes pour l'égalité au Forum social. Oui. C'était violent. C'est violent. Pourtant, vous avez essayé au début, vous étiez de bonne foi de militer dans des organisations mixtes, mais à un moment où vous vous êtes rendu compte que c'est des Blancs, comme vous le dites, je vous cite, qui viennent nous expliquer ce que le féminisme, alors que les discriminations que subissent les femmes blanches ne sont pas les mêmes que subissent les femmes noires, parce que là, c'est très important. Des fois, on se retient, on ne veut pas dire noir. Alors, on essaie toutes sortes de contournements, black, de couleurs, afro. Tout à fait. Mais pourquoi on ne dit pas
c'est très important. Alors là, votre militantisme, on le connaît pour toutes les causes, pour les minorités. Et puis, vous êtes théologienne et vous êtes islamologue. À un certain moment, vous n'étiez pas en paix, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se bousculaient dans votre tête. Et vous avez voulu en savoir plus, connaître la vérité, et ça vous a poussé à faire des études, à reprendre des études. À quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'aille découvrir à la source par moi-même et savoir ce qu'est l'islam, et cet islam que nous explique avec les injonctions patriarcales. Est-ce qu'il est vraiment une religion machiste ou c'est l'interprétation? En fait, oui, j'ai grandi quand même dans une société sénégalaise où les femmes sont au service des hommes. Très jeune, on est éduqué à pouvoir s'occuper d'un mari. Notre ultime but, c'est de s'occuper du mari. Du futur mari. Je vous interromps parce qu'on vient de me souffler à l'oreille que la citation de tout à l'heure, c'était Aimé Césaire. Aimé Césaire. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est d'Aimé Césaire. Merci Bassem. Et s'occuper du mari. Pour s'occuper du mari. C'était le but ultime. Et d'ailleurs, aujourd'hui au Sénégal, tu peux être une femme médecin. Si tu n'es pas mariée, il manque quelque chose. Tu ne peux pas être accomplie sans un homme à tes côtés. Et donc, je grandis avec ça. Ensuite, je vais en France. J'ai été élevée dans la prière, le ramadan, tout ça. Et à un moment, la vie... Parce qu'au Sénégal, tout tourne autour de la prière, en fait. Quand vous allez à l'école, on revient. On a le temps de faire dehors. On va à l'école, on revient. On fait l'asr. Les prières sont dispersées, on peut les faire. J'arrive en France. Les horaires font que toute la journée, tu ne pries pas et tu rentres, tu dois tout rattraper. Tu es fatigué. Donc, j'ai lâché la prière un certain temps. Mais j'avais cette culpabilité dans ma tête où il fallait reprendre. Oui. Et là, je me retrouve à la résidence universitaire d'Antony, une des plus grandes résidences universitaires européennes. Et je me questionne énormément. Et il y a une mosquée. Donc moi, j'ai grandi aussi dans un environnement où le Coran n'était pas quelque chose que des femmes touchaient, avaient accès au Coran. C'était réservé à la pureté. Donc c'était les hommes. Eux, ils n'avaient pas les règles, ils n'avaient pas si, donc on est considéré pendant une certaine période comme impur. Voilà, comme impur. Tout à fait. C'est pas propre à la religion musulmane, la religion juive, c'est pire. Exactement, je sais. Ouais. Et du coup, quand j'arrive dans cette résidence, un jour, je passe et je vois une sœur portant le foulard avec un Coran. Je fais demi-tour et je lui dis, c'est quoi ça? Mais comme ça, je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est le Coran, tenez. Je dis non, c'est dans ma tête, je ne peux pas toucher. Je dis non, je n'ai même pas fait mon roussoul et tout. Je ne suis pas sur. J'ai pas fait mes ablutions. Exactement. Pas de je ne porte pas le foulard, rien. Donc le Coran, c'était vraiment le truc sacré. Il ne faut surtout pas. Alors que c'est la parole révélée qui nous appartient. Tu pourrais être n'importe où et juste le toucher, quoi. Oui. Voilà. Et là, elle me le donne. Je vois la simplicité avec laquelle elle me le donne. Je prends, je dis mais moi, je rêve d'avoir le Coran en français pour pouvoir le lire et tout ça et tout ça. Donc, elle me le donne. Et ma quête d'en connaître plus sur la religion commence là. Commence là, surtout que, depuis très jeune, l'interprétation patriarcale et masculine de l'islam ne vous convenait pas. Hein. Et vous vouliez savoir, vous avez dit, si ce Dieu, le Dieu juste... Auquel on croit. Accepte que les femmes se soumettent juste parce qu'elles sont femmes et que les hommes soient quasiment des demi-dieux. Donc, vous avez été à la source, vous avez fait des études de théologie. Et après, pour lire le Coran dans le texte, des études d'arabe, une licence d'arabe, de théologie, un master en sciences sociales. Des religions. Des religions. Ça vous a apaisé? Vous avez trouvé la solution? Ça m'a libérée. Ça vous a libéré? Ça a été une libération. Dans quelle mesure? Dans la mesure où je me suis rendu compte que, en fait, tout ce qu'on connaissait, la petite quantité de sciences qu'on connaissait de la religion, comparé à ce qui nous est caché quand on fait des études, parce que quand on fait des études, il y a d'autres hadiths qui viennent, il y a d'autres avis qui viennent. On apprend que l'avis de l'imam Malik, en fait, dans ce même groupe de Malikites, ils n'étaient même pas d'accord. Oui. Donc, on se dit, ah mince, nous, on pensait qu'il n'y a qu'un avis. Tu vois? Il y a Malik, c'était pas d'accord, c'est peut-être Hanafi, mais à l'intérieur de la même école,
même les imams d'une même école n'étaient pas d'accord. On apprend que l'imam Shafi'i, quand il était à Bagdad, il avait un avis, une école qu'on appelait de Bagdad, et il déménage en Égypte, il change d'avis. La même période, 2 endroits différents, on est obligé de s'adapter à la société. À la société, et puis nous, on est là, on nous demande, il y a un avis, vous devez juste aller vers là. Et l'avis, ce qu'il me disait ne me convenait pas. Un avis qui me dit, tu dois te marier, t'occuper du mari, ton paradis dépend du mari. Je me dis, mais du coup, Dieu, mais il sert à quoi si je dois passer par mon mari pour aller au paradis? Alors que l'avantage justement de l'islam, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement. C'est ça la contradiction. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de hiérarchie. Tout à fait. La foi, c'est entre nous et Dieu. Mais très important, parce que vous parlez de l'islam, et vous parlez beaucoup de l'islam, on dit l'islam africain, d'Afrique, parce qu'on lit toujours l'islam, la civilisation arabo-musulmane. Et puis, comme vous dites qu'on considère que les musulmans d'Afrique subsaharienne sont des musulmans de seconde zone, et puis bien que leur islam n'est pas pur, n'est pas pur, ça à leur culture. N'est pas pur. Alors, on a tous partout dans le monde, que ce soit les musulmans asiatiques ou bosniaques. Exactement. Et donc, vous êtes aussi élevé contre cette vision des choses. Tout à fait. Parce qu'à l'institut où on étudiait, on voulait nous imposer en fait une culture arabe, c'est-à-dire quand c'est le mois de Ramadan et que moi je ne jeûnais pas, je voulais avoir le droit. Quand vous ne jeûniez pas, parce qu'il y a des périodes où on ne peut pas jeûner. Quand on a ses règles, soyons clairs, ok, on est au Maroc, mais moi je dis les choses clairement. Quand j'ai mes règles, je ne peux pas jeûner. J'ai jamais caché ça dans ma famille, chez mon père ou tout ça. Tout le monde sait qu'on ne jeûne pas. Mais aussi, il y a d'autres raisons qui peuvent faire qu'une personne ne jeûne pas. On peut être malade, on peut être diabétique. Il y a tellement de raisons qu'une personne ne puisse pas être en état de faire le jeûne. Mais moi, en l'occurrence, c'était les règles. Donc je voulais juste pouvoir aller à la machine à café, prendre mon café et boire. Et on me dit non, tu ne peux pas faire ça devant les frères. Au Sénégal, ça se fait. Ça se fait. Et je dis, mais c'est écrit où qu'on ne peut pas le faire? Non, mais ça, c'est par pudeur. Et sous-entendu que chez nous, les Noirs, on n'avait pas de pudeur aussi. C'est ce qu'on nous disait aussi. On n'avait pas de pudeur. J'ai dit non. Si je vais au Maroc ou dans le Maghreb et vous me dites que dans cette culture-là, ça ne se fait pas, je suis chez vous, je vais le respecter. Ici, on est en France et on est égaux ici. Votre culture ne dominera pas la mienne. Dans ma culture à moi, quand j'ai mes règles, je mange devant tout le monde. Mes frères savent. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais devoir adopter cette culture qui n'est pas mienne. Et c'est ce genre de positions qui peuvent être banales, qui vous ont valu beaucoup d'inimitié. Exactement. Oui. Alors, il y a quelque chose de très, très, très important sur la religion que vous dites, et qui est vrai, que vous pensez que les gens se concentrent beaucoup. C'est bien. On connaît tous les 5 piliers de l'islam. C'est bien si on peut s'acquitter de ces 5 piliers qu'on connaît. Et puis il y a le Hajj liman istata'a ilayhi sabila, et puis c'est une religion de yusr et pas de usr. Usr, exact. Pas de usr. Tout à fait. Mais il y a plus important pour vous. Ça, c'est bien. Mais il y a autre chose qu'on occulte. Exactement. Ou bien qu'on considère que c'est ou qu'on ignore. Ou qu'on ignore. Exactement. Ou qu'on ignore. C'est quand vous dites la relation aux autres. C'est le principe même, le rapport aux êtres humains. Tout à fait. Le bien qu'on fait, le mal qu'on fait. Tout à fait. Ne pas rester focalisé que sur la pratique religieuse apparente et dogmatique. Tout à fait. Ça aussi, c'était des choses qui étaient difficilement acceptables. C'est difficilement acceptable, mais en même temps, j'ai des amis, quand je leur dis ça, ça les soulage dans leur quotidien. Tout dernièrement, j'ai une amie que je considère comme une petite sœur et qui revient vers moi à chaque fois quand elle veut que sa spiritualité augmente, parce que ce que je lui apporte, c'est important. Donc elle prend en charge, elle a sa mère qui est décédée, elle prend en charge sa petite sœur qui a la quarantaine certes, mais qui a des soucis, des problèmes mentaux. Et du coup, elle sent que sa foi baisse, parce que certainement, peut-être qu'elle voudrait faire plus de prières, qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle a des responsabilités, qu'elle n'a pas demandé, mais ça lui est arrivé, mais sa mère est décédée, elle a pris cette charge. J'ai dit, mais si tu n'avais pas pris cette charge-là au décès de ta mère, ta sœur serait placée. Et on ne sait pas dans quelles conditions.
Oui. En fait, tu es en adoration en occupant de ta sœur, en t'occupant de ta sœur. C'est un acte d'adoration et de foi. Il faut absolument que tu mettes l'intention. Quand tu es là, parce que tu ne peux pas laisser ta sœur seule à la maison. C'est une ibada. C'est une ibada. Tu mets la prière, et l'intention et tu es en prière. Donc ta foi, elle est en hausse, en augmentation. Et cette compréhension-là, elle me dit, ça a changé sa vie. Parce qu'elle culpabilisait tout le temps de ne pas faire la prière. De ne pas faire assez d'eux, alors que ce qu'elle faisait, c'était de la prière. Exactement. Quand le prophète alayhi salam était dans la mosquée et il y avait un compagnon qui était là tout le temps à la mosquée, il lui dit mais du coup, comment tu vis? Qui s'occupe de ta famille? Ah, c'est mon frère. Moi, je m'occupe de Dieu. Et mon frère, en fait, ton frère est plus en adoration que toi. Il est plus pieux que toi. Exactement. Et plus en adoration. Tout à fait. Avant de passer à la deuxième rubrique, le temps passe très très vite. Il y a quelque chose de très important dont vous parlez dans l'interprétation. C'est ce que vous appelez, enfin ce qu'on appelle dans le fiqh al-maqasid. Al-maqasid, c'est un peu les finalités. Et là, vous citez l'exemple, par exemple, de l'héritage qui est considéré comme tabou. Et là, vous avez une analyse très pertinente. Après, le débat est ouvert. C'est pas demain qu'on va régler ça. C'est vrai. Mais votre analyse mérite d'être entendue. Parce que hérité de moitié, il y a 14 siècles, c'était une grande avancée. Exactement. Pourquoi? Parce que dans cette société, on sortait les femmes d'une position d'objet hérité à une position d'être humain à part entière, qui a le droit à l'héritage. Donc ça, c'était une avancée. Et dans une société où la femme était prise en charge, parce que c'est pour ça que je dis, l'islam s'adapte aux sociétés dans lesquelles elle arrive. Parce que descendu dans cette société, le but principal, justement, le maqasid de ça, c'est quoi? C'est de corriger les injustices de la société. Et c'était injuste qu'une femme, face à un homme, on puisse hériter d'un être humain. Et là, pour corriger cette injustice, elle va hériter, mais de moitié. Pourquoi? Parce que c'était les hommes de son entourage qui la prenaient en charge. La moitié, c'était bénéf, c'était pour elle. C'était de l'argent de poche. L'argent de poche. Voilà. Donc ça, c'était une justice de le faire. C'était déjà leur donner beaucoup parce que... Énormément. Énormément. Aujourd'hui, 14 siècles plus tard, quand la femme a à charge sa famille, a à charge parfois ses frères. Moi et mon frère, j'ai payé la scolarité de mes frères, j'ai aidé à tout ça. Donc si ma mère était, je ne sais pas moi, riche et qu'on doit hériter et qu'on me dise tu vas avoir que la moitié, mais quelle justice on est en train de réparer là? Oui. Là, on nous ferait rentrer dans une injustice profonde. Et Dieu n'est pas injuste. Jamais il le sera. Et surtout les finalités. La finalité. C'est la justice. C'est la finalité. Toujours, il faut réfléchir à la finalité. C'est Rome ou la Mecque. C'est ça. Donc tous les chemins y mènent. Dès lors où, si on passe par ce chemin-là, ça nous amène à la finalité qui est la justice, passons par ce chemin. Si on passe par là et que ça nous ramène au même moment, parce qu'une société aura besoin de passer par cette route et une autre société aura besoin de passer par là. Ça dépend des réalités des sociétés. Si on est encore dans une société où les hommes prennent en charge les femmes, si vous leur donnez 50%, c'est bon, vous corrigez l'injustice, il n'y a pas de problème. Mais quand les sociétés changent, les versets, les compréhensions des versets doivent changer. Les compréhensions des versets. Exactement. C'est très important. On va marquer encore une petite pause pour découvrir votre triptyque, les 3 photos que vous avez choisies. Triptyque. La première photo d'Ella Paye Diouf que vous avez choisie, c'est votre maman. Ma maman. Elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie. Longue vie à votre maman. Fatou. Maman Fatou. Quand vous avez choisi de la mettre en premier dans le triptyque? C'est j'ai envie de dire, c'est la racine, ça part de là. Je pars d'elle. C'est mon pilier, en fait. Elle est toujours là. Ma mère, quand je décide de divorcer, évidemment qu'elle n'a jamais voulu que je divorce. Mais quand je décide de divorcer et que je lui dis, je te comprends si tu ne me soutiens pas, mais là, je pars et rien ne me retiendra, elle me dit, évidemment que tu es ma fille, que je te soutiens. Et elle commence à me dire, il faut absolument que tu construises ta vie maintenant. Il faut que tu aies quelque chose. C'est mon pilier. Elle a de l'amour inconditionnel pour ses enfants. Nous sommes 5, mais elle a de l'amour inconditionnel. Vous êtes l'aînée. Je suis l'aînée. C'est aussi une femme qui vous a montré la voie.
Oui. En quelque sorte. Oui, c'est un modèle, c'est un exemple pour moi. C'est un exemple. Ouais. La deuxième photo. Ça, c'est mon nouveau moi. Alors, justement, depuis à quel moment vous avez décidé de vous raser le crâne? Parce que vous êtes passé par l'afro, toutes les coiffures possibles et imaginables, à un certain moment le foulard, mais le foulard à l'africaine. C'est une autre étape de votre vie. Tout à fait. Et je suis sûre qu'il y a un message. Il n'y a même pas de message. En réalité, j'aurais vraiment préféré dire « je l'ai fait pour soutenir les femmes palestiniennes ». Parce qu'il y a en France des femmes qui font ça. Parce que les femmes palestiniennes sont dans une telle désarroi, manque de produits d'hygiène qui fait qu'on rase la tête. J'aurais préféré le faire parce que ça aurait eu un sens vraiment puissant, mais ce serait mentir. En réalité, j'ai commencé à perdre mes cheveux pour cause de stress. Mais aussi, on a l'alopécie chez les femmes noires qui est très répandue et tout ça. Mais je ne sais pas, mais je pense que dans mon cas, il y a un petit peu d'alopécie, mais il y a beaucoup de stress aussi concernant ma vie et tout ça. Et à un moment, je me suis dit, purée, c'est difficile, quoi, ces cheveux-là. Je n'arrive plus à les... J'ai une relation très spéciale, j'aime mes cheveux, mais je n'arrive plus à les assumer. J'ai essayé de les couper court, ça ne passait pas. Donc, avant de venir ici, j'ai commencé psychologiquement, ici, au Maroc, à me préparer. J'ai dit, ce que j'aimerais, c'est arriver au Maroc et d'être capable de me raser les cheveux. J'espère que j'aurai la force de le faire. Vous l'avez fait. Parce qu'il faut du courage pour le faire. Tout à fait. Parce qu'il y a des femmes fortes qui le font, qui s'assument. Tout à fait. Et pour s'aimer comme on est, se trouver belle, et vous êtes belle avec le crâne rasé. Parce que la beauté, vous êtes belle, vos traits sont beaux. C'est parce que je me trouve belle que je vous vois belle. Exactement. Autrement, si je vous envoyais une image de... Et puis, c'est aussi ce qui se dégage de l'intérieur. C'est très important. Merci. Très important. Merci. Alors, oui, on me dit qu'il reste très peu de temps. On va parler de Londres. Maintenant, vous vivez à Londres. Mais vous n'avez pas arrêté le militantisme ni le combat. J'ai dit tout à l'heure que vous militez, entre autres, avec l'association Stand Up to Racism, mais pas que. Vous êtes conférencière, vous prenez part à beaucoup de conférences, mais ce n'est pas que contre le racisme. Peut-être vous n'allez jamais arrêter parce qu'on a annoncé la couleur dès le départ. On se dit que quand on est racier et quand on en est conscient, la vie est résistance, c'est combat. Tout à fait, c'est un combat d'une vie. Hein, et tant que la société, en fait, est inégalitaire, raciste, patriarcale, je pense qu'on continuera. Oui. De lutter. Les formes changent, parce que les formes aujourd'hui de mon combat ont changé. Stand Up Against the Racism, j'y suis quasiment plus. Je reçois des infos, mais parce que j'ai quitté Londres, en fait. Maintenant, je suis au sud de l'Angleterre. Au sud de l'Angleterre. Voilà, c'est plus isolé. Oui, il reste une dernière photo, excusez-moi, oui, j'ai oublié, excusez-moi. La troisième photo. Tout à fait. Angela Davis. Ouais. Vous avez des modèles, mais pourquoi Angela Davis? C'était une grande militante afro-américaine. Elle représente cette force-là, la force qu'elle dégage, l'afro qu'elle assume, la résistance. Elle est passée par la prison pour ses convictions. Elle est debout contre les injustices aussi. Oui. Je m'identifie entièrement et pleinement à Angela Davis. Angela Davis. Ouais. Alors, quelque chose que j'ai oublié, c'est que vous avez failli embrasser une carrière politique. Parce qu'à un certain moment, les militants d'Europe Écologie et les Verts, vous faisiez du pied, vous en faites du pied. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas sauté le pas? Je l'avais sauté, mais ils ne m'ont pas choisi. Ah! Non, comment c'est qui s'est passé? J'ai un ami Europe Écologie Les Verts à l'époque qui m'avait demandé, il nous faut absolument une militante comme toi pour secouer un petit peu l'intérieur du parti. J'ai dit non, je ne suis pas intéressée par appartenir à un parti politique. Ma liberté de parole est importante. Je n'ai pas envie d'aller vers un parti politique où on me dira ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, tout ça. Je ne veux pas. Il me dit non, tu n'es pas obligé de prendre une carte à Europe Écologie Les Verts, mais c'est pour les élections, on voudrait que tu représentes les Français de Londres, enfin de l'Europe, des trucs comme ça. J'ai dit, donc on était d'accord. Je savais que, lui et moi, on savait que quasiment on n'allait pas être, ils n'allaient pas me choisir. Mais ce qu'on voulait, c'était bouleverser le parti et faire les débats. Et on l'a eu, en fait, ces débats-là.
à l'intérieur du parti. Vous avez eu ce débat, oui. Mais vous avez pris vos distances du PI. C'est pas des distances, j'ai jamais été dedans en fait. Vous n'avez jamais été dedans. Je n'ai jamais été mais dedans. Vous avez dit à l'époque quelque chose bon, qui m'a marqué, qui est fort, parce que vous avez dit à l'époque, parce que c'était la montée du FN, du RN, bon, change de nom. Oui. Et les idées sont toujours les mêmes. Les mêmes, ou pire. Ouais. Parce que quand ça avance masqué, c'est encore plus dangereux. Exactement. Vous dites, quand le FN sera là, ça va être pire. Mais nous, on n'a pas peur du pire. Ce qu'on vit est tellement terrible, est tellement horrible. Peut-être que cela créera un soulèvement. Moi, je n'attends plus qu'une chose, que ça explose. Bon, est-ce que vous pensez toujours la même chose aujourd'hui? Avec ce qui se passe aujourd'hui, on voit les partis d'extrême droite et les partis fascistes au pouvoir un peu partout dans l'Europe. Ça commence à se généraliser. En fait, ça atteint maintenant même le Portugal. En fait, c'était la provocation un petit peu. C'était de la provoque aussi, mais c'est de la provoque pour secouer le cocotier. Pour secouer, mais parce qu'on sait que quand même, quand l'extrême droite sera là, on sait que le pire sera vraiment grave. Et on s'en approche. Il y a quelque chose de très important parce qu'en France, c'était pas facile. Et bon, la France, le pays des Lumières, et vous dites que c'est très important pour vous de laisser des traces pour les générations futures. Et on trouve qu'en France, il y a beaucoup d'intellectuels, où les intellectuels ont quand même un pouvoir, mais que tout est verrouillé, c'est très verrouillé pour les Africains, pour les Maghrébins, au niveau académique, mais au niveau médiatique. Vous l'avez vécu, vous en avez fait les frais? Au niveau médiatique, dans quel sens? Vous passez dans les médias En fait, au moment où, avec l'avènement des services, des réseaux sociaux, oui, moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à les médias classiques. Il faut qu'on apprenne à s'en passer. Mais c'est vide, les médias en France. Je peux citer les BFM et tout. Je n'appelle même plus ça des médias. Ce ne sont pas des médias. Regardez qui y passe. Pour moi, de vrais médias, ce sont des médias qui amènent la contradiction. Mais la vraie contradiction, quand on parle de l'islamophobie, amenez les partis et on en parle. Et encore, là encore, pour moi, c'est du racisme. On n'a pas à avoir même de contradiction dedans. Parce que le journalisme, c'est un métier noble et l'impartialité et l'indépendance, c'est la première... Pas cette position-là, tout à fait. Donc pour moi, il faut qu'on aille vers les réseaux sociaux, en fait, et essayer de vulgariser nos paroles avec d'autres moyens que les médias qui sont déjà... Oui, on sait pour qui ils roulent, au sol de qui, et qu'aucune indépendance. Alors, avant de passer au chef-d'œuvre, on va parler de la raison pour laquelle vous êtes au Maroc, parce que vous avez participé à un débat très important hier, organisé par la Fondation Abdelrahim Bouaoubid, en partenariat avec l'Institut français, et avec d'autres partenariats aussi, oui, avec des universitaires qui ont été invités, oui. Oui, et c'était justement autour de penser l'islam à partir de l'Afrique. Mais l'Afrique, le Maghreb est dedans. Mais bien sûr, mais on fait pas. Parce qu'on sait que quand vous dites Afrique, vous pensez Afrique subsaharienne. Mais là, c'est l'Afrique plus globale. Au Maroc, c'est différent parce que le Maroc, on revendique, on vit notre profondeur africaine, et puis de plus en plus. Donc c'est ça. Et depuis une vingtaine d'années, puis depuis l'avènement du nouveau règne, on voit tout ce qui se fait avec l'Afrique pour renforcer ce lien. Soit sur le plan spirituel, économique, politique. Donc, oui. On a eu un débat très, très sincère. Un débat vraiment très sincère où nous avons dit ce que nous pensions avec des conflits un petit peu entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc. Mais j'ai aimé parce que les Marocains ont entendu. Et ça, c'est ce qui était important. Ils ont entendu l'appel qu'on leur a fait et j'espère que des actes passeront. Et un des appels, c'était... les Noirs, d'où qu'ils soient, en fait, se lèvent toujours pour la Palestine. Par contre, la République démocratique du Congo, ce qui s'y passe, les Arabes ne savent même pas où. C'est en Afrique. Ils sont plus touchés par ce qui se passe, touchant des musulmans en Asie, que touchant des Noirs en RDC. Oui, parce que la Palestine, c'est une cause, c'est particulier. On fait les deux, ça ne s'oppose pas. Oui, on se lève pour la Palestine. Et on se lève pour la RDC. Il y a une injustice. Tout à Exactement. fait. On se lève pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout à fait. On va passer à la dernière rubrique. Et moi, j'ai rajouté un chef-d'œuvre, un coup de cœur pour vous. Mais d'abord, le vôtre. Chef-d'œuvre. Vous avez choisi un chef-d'œuvre particulier.
C'est un tableau de Jean-Michel Basquiat. À la base, c'est son titre, mais on l'appelle... c'est pour le skull, le crâne. Le crâne. En fait, c'est pour le différencier d'un autre tableau qui est sans titre aussi. Donc, sans titre. C'est Skull. Donc, on met pourquoi ce tableau? C'est un pionnier de la culture underground de Jean-Michel Basquiat. Il est américain noir, afro-américain. Décédé très jeune. Décédé très jeune, effectivement. Pourquoi ce tableau? En fait, je pense que ça m'a parlé. Tu sais quoi? Peut-être que si tu m'avais demandé... une semaine avant ou 10 jours avant, j'aurais pas fait. Mais le fait, je sais pas, ça me rappelait mon crâne aussi, quoi. Ah ouais. J'aime Basquiat. Ouais. Mais quand j'ai regardé, je sais pas, j'ai vu le crâne, je me suis dit, waouh, ça c'est le mien. Ah ouais. Ouais, parfois. Donc ça, j'ai eu envie de partager ça, le crâne et le mien. Et puis c'est un tableau très profond parce qu'on a essayé beaucoup de l'interpréter, de le comprendre. Oui. C'est une apparence simple, mais on dit c'est un crâne humain qui cache beaucoup de complexité, peut-être notre condition humaine. Et la condition des Noirs surtout, aux États-Unis. La condition des Noirs des États-Unis, parce que c'était un Afro-Américain. Ça, c'est votre chef-d'œuvre. Ouais. C'est un grand ami d'Andy Warhol. Et vraiment, il a fondé un nouveau genre et c'est un grand nom de la peinture, de la culture underground. Moi, je vais vous proposer un autre chef-d'œuvre. On va écouter. Yo Malé. My God, ça c'est puissant. Vous aimez cette chanson? C'est puissant. Ouais. Dans un autre interview, quand on m'a demandé, c'est celui-là que j'avais choisi. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de changer. Et du coup, ça me touche que tu m'offres ce chef-d'œuvre. Elle est magnifique. J'aime beaucoup Kumbaga. Kumbaga le Sec. Et ça, c'est un chant à la base qu'elle a repris, traditionnel en fait. C'est traditionnel. Et je ne comprends pas les paroles en vrai. Et j'ai essayé, j'ai cherché partout. Je sais que Yo Malé, j'ai trouvé Ils sont maudits. Peut-être. Mais j'ai cherché des paroles. Parce que c'est pas un Wolof. C'est pas un Wolof. Non. Mais en tout cas, la chanson est puissante. Et puis c'est ça la force de la musique, c'est que même quand on ne comprend pas les paroles, quand ça nous touche. Ça peut nous pénétrer. Mais profondément. Et c'est vrai que cette musique, quand je l'entends, elle me pénètre. C'est un langage universel. Et ça apaise aussi en même temps. Merci beaucoup, Ndella Pai Diouf, pour ce moment. Merci Soumaya de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et j'espère que vous reviendrez au Maroc et qu'on aura l'occasion de vous recevoir et de parler d'autres sujets, enfin des mêmes sujets, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup encore à dire sur ces sujets. La lutte contre le racisme, la discrimination, l'islam, le vrai islam. Et merci. Et bon retour à Londres. Ou bien au sud de l'Angleterre. Au sud de l'Angleterre. Merci beaucoup, madame. Merci, Soumaya. Merci. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle fin de soirée.